Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la rentrée du Club Idées du Figaro et c'était il y a quelques jours la rentrée des classes. Une rentrée des classes un peu particulière puisque la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, appartient à un gouvernement démissionnaire qui a perdu la confiance devant l'Assemblée. Une confiance que les Français eux-mêmes, peu à peu, perdent dans leur système éducatif puisque selon un récent sondage, 3/4 d'entre eux considèrent qu'il se dégrade. Alors aujourd'hui avec nos deux invités, nous allons poser une question à la fois simple et radicale. Faut-il en finir avec l'éducation nationale ? L'école va mal, l'école va très mal, et l'éducation nationale s'approche peut-être d'une forme de faillite à l'image de celle qui menace l'État dans son ensemble. Une faillite qui ne serait pas seulement une histoire de gros sous comme celle mais aussi une question idéologique et culturelle. Alors certes, les chiffres records des taux de réussite au baccalauréat général, 96,4% l'année dernière, en réalité ne laissent personne dupe. D'après le ministère de l'Éducation nationale lui-même, plus de la moitié des collégiens ont des connaissances insuffisantes en français et en mathématiques à l'issue du collège. Ces mêmes collégiens, pour plus de la moitié d'entre eux, ne savent pas dater la Révolution française. Les révolutionnaires jacobins qui rêvaient de créer un homme nouveau en seraient particulièrement peinés. Mais 50 ans de pédagogisme ont mis à bas une école de la République qui pourtant, naguère, avait su allier rigueur, exigence et égalité. Alors, peut-on encore réformer la rue de Grenelle ou faut-il vraiment en finir avec l'éducation nationale ? Pour en discuter avec vous aujourd'hui, nos deux invités. À ma droite, Philippe Nemo, vous êtes philosophe, vous avez été professeur à HEC et le SCP pendant 30 ans. En 2016, vous avez cofondé l'école professorale de Paris que vous dirigez et vous publiez cet été au PUF un essai « L'éducation nationale, origine, apogée et déclin d'une idée » dans lequel vous remettez en cause le monopole éducatif de l'État et posez la question, pas forcément de sa privatisation, mais en tout cas de sa libéralisation, on en parlera. À ma gauche, Joachim Le Floch-Imad, vous êtes essayiste, vous êtes républicaniste, je ne pense pas que vous le prendrez comme une insulte, vous êtes un collaborateur de Jean-Pierre Chevènement, enseignant en culture générale, et vous publiez cet été aux éditions du CERF un autre essai, Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté, qui est une description minutieuse de la bureaucratie éducative en France, mais en même temps, vous y croyez, on peut refonder une école proprement républicaine. Alors, avant de parler d'avenir de l'éducation, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par l'histoire, et j'ai une première question pour vous, Philippe Nemo. De quand date l'idée d'éducation nationale et l'institution ? Est-ce vraiment Charlemagne qui a créé l'école ? Non, pas du tout. L'idée date du XVIIIe siècle et c'est entièrement lié à la naissance de la science moderne à cette époque et à la perception que les savants de l'époque avaient du caractère inadapté de l'enseignement ecclésiastique. Oui. Voilà, l'enseignement ecclésiastique donné dans les vieilles universités ou dans les nouvelles congrégations enseignantes comme les jésuites ou les oratoriens. Et voilà. Donc ça, c'est voilà l'idée. Et l'institution, parce que ce qui est intéressant, c'est que sous la Troisième République, au départ, le ministère ne s'appelait pas Éducation nationale. Non, alors l'institution, les choses ont été précipitées. Les hommes des Lumières voulaient simplement que le roi veuille bien réunir une commission qui discernerait les meilleurs manuels scolaires, et une fois qu'ils seraient bien discernés, les professeurs de la société civile seraient invités à bien se former auprès des manuels, et du coup les écoles seraient excellentes. C'était ça l'idée. C'était pas du tout l'idée de créer une éducation d'État. Et ouais. Lorsque a été créé le concours d'agrégation, dans la décennie 1760, c'était pour remplacer les jésuites qui venaient d'être chassés et qui tenaient la moitié des collèges du pays. Donc on ne pouvait pas facilement les remplacer au pied levé. Les universités n'y auraient pas suffi. Alors là, il y a eu un petit coup de pouce de l'État qui a créé le concours d'agrégation. Mais agrégation voulait dire à cette époque assistanat. Enfin, je veux dire, oui, c'était agrégé. Voilà, c'est ça. Ouais. Et les agrégés n'étaient pas titulaires. Ils seraient titularisés par les universités qui étaient des corporations et non pas par l'État.
Donc tout ça s'est précipité ensuite avec la Révolution française. Et dans la Révolution française, vous avez deux familles idéologiques complètement opposées sur le plan éducatif. Ce sont les Jacobins, qui voulaient changer la nature humaine, hein, selon la parole stupide de Jean-Jacques Rousseau, qui est un penseur très, très médiocre, hein, de mon point de vue, hein, et très dangereux en plus. Et Jean-Jacques Rousseau avait dit, oui, il faut changer la nature humaine. Alors les Jacobins ont dit, très bien, mais pour ça, il faut avoir un monopole scolaire et arracher les enfants aux familles. C'est une obsession qui dure encore aujourd'hui avec les VARS, hein, où on va enlever aux familles le droit d'éduquer les enfants à l'affectivité, aux relations humaines et à la sexualité. Hein. Bon, en tout cas, les Jacobins, là-dessus, sont chassés par Thermidor. Et puis la fin de la récréation révolutionnaire est sonnée par Napoléon, qui veut remettre de l'ordre. Alors comme c'était un militaire, et en plus un artilleur, comme vous savez, il était persuadé, d'ailleurs c'était à cette époque qu'est apparu le personnage de l'ingénieur. Donc il était persuadé que pour remettre de l'ordre, il fallait une unité. Bon, alors il a créé ce qu'il a appelé l'université impériale, qui est l'ancêtre direct de l'éducation nationale, comme institution. Et il a donné à cette institution le monopole de l'enseignement. Alors, ceci dit, ça n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui, parce que l'université avait elle-même très peu d'écoles. Il y avait quelques universités. Mais par contre, toutes les écoles de France devaient demander l'autorisation d'exister à l'université et puis lui payer une redevance. Ce n'était pas le public qui subventionnait le privé, c'était le privé qui subventionnait le public. Oui. Mais c'est apparu à l'époque comme un scandale. Alors là, si vous voulez, excusez-moi, je parle longuement, mais vous me... Non, mais ça me paraît passionnant pour poser les bases. En matière d'école, quel est le problème ? Le problème, c'est d'enseigner à chaque génération ce qui est vrai, ce qui est bien et ce qui est beau. Oui. Bien. Alors, qui peut l'enseigner ? Ce sont des gens qui disposent par le fait même d'un pouvoir spirituel, d'un pouvoir d'influencer l'esprit des enfants et de la jeunesse. Depuis l'origine de la civilisation occidentale, il y avait toujours eu une séparation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est-à-dire, et ça, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais dans l'histoire de l'éducation, il y a quand même une forme d'idée que l'État souverain doit avoir la main. Et là, je ne parle pas du contenu révolutionnaire jacobin de changer l'homme, mais il y a une idée un peu souverainiste et qui se prolonge dans l'école républicaine, autour de la nation. D'ailleurs, on parle d'éducation nationale. Et ce que je remarque, c'est qu'on parle d'éducation nationale, mais le caractère national que l'école pouvait avoir sous la Troisième République, il a un peu disparu. Est-ce que, pour vous, Joachim Le Floquimat, c'est pas quelque chose aussi d'important qui est perdu aujourd'hui ? Je pense qu'on ne dira jamais assez que l'éducation nationale n'est pas un prestataire de service, mais une institution au service de ces mêmes nations qu'on a oubliées, même si en effet le vocabulaire demeure. Ça fait partie de ces termes dont on parle de plus en plus à mesure que la réalité s'évanouit, un peu comme le vivre ensemble, si vous voulez. Mais initialement, au fil des décennies, on a eu besoin d'une éducation nationale. Pour quoi faire ? Pour former des citoyens, pour enseigner la République et pour faire la France, pour constituer un sentiment d'appartenance, pour unir un peuple qui était composé de populations, de communautés disparates. Et donc ça s'est fait à travers une vision républicaine. C'était l'idée chère à Montesquieu que dans le régime républicain, plus que dans n'importe quel autre régime, on a besoin de la toute-puissance de l'éducation. Pourquoi ? Tout simplement parce que la République ne peut fonctionner qu'avec un peuple souverain, c'est-à-dire un peuple qui est autonome dans son jugement. Et cet accès à l'autonomie, cet accès à ce que Muglioni nomme le loisir de penser, il n'est possible que si on accepte un stade d'hétéronomie préalable qui permet la transmission des savoirs. Et je crois que notre école, précisément aujourd'hui, elle est malade du fait d'un émiettement de ses missions, d'un brouillage de ses finalités, puisqu'on est passé d'un impératif de transmission, d'instruction. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant que le citoyen soit autonome, il faut que de l'extérieur, la République lui enseigne des savoirs préexistants qui justement vont lui permettre il faut qu'il ait accès à une langue, à une mémoire commune, à des savoirs qui permettent de constituer une communauté politique. Et on est sorti de cette vision qui, en théorie, était excellente et qui a marché pendant des décennies, au point de nous permettre, et vous le rappelez d'ailleurs dans votre ouvrage, d'avoir eu un des systèmes éducatifs que le monde entier nous enviait pendant très longtemps. Et on est sorti de cette vision au fur et à mesure qu'on est passé de l'impératif de la
transmission, de l'instruction, à un impératif d'éducation. C'est l'idée, en effet, qu'il faut, à travers l'école, instituer un homme nouveau, un homme régénéré, dans toutes les dimensions de son être. C'est l'éducation à la sexualité, mais ça va être aussi, par exemple, l'écologie. On voit qu'on ne forme plus aujourd'hui des citoyens, mais on forme des éco-citoyens de plus en plus incultes. Je crois qu'on en parlera au fil de l'émission. Et il me semble que c'est de cette rupture dans la finalité de l'école que découlent tous les maux qu'on constate jour après jour, année après année, l'effondrement du niveau, la crise de la transmission, le mal-être des personnels, la montée des violences dans la société. On va en parler. Moi, j'avais une vision très monolithique de l'école de la République, de l'école de Jules Ferry. Et Philippe Neymo, vous dites quand même, vous êtes très critique du monopole éducatif de l'État, mais vous dites quand même qu'il y a une apogée de ce système. Et pour vous, dès les années 30, dès les années 20-30, ça commence à capoter. Racontez-nous ce tournant. Bien après Jules Ferry. En réalité, au plan des principes, si vous voulez, l'éducation nationale est un tel désastre qu'il faut vraiment réfléchir à la racine. Mais Et c'est un désastre qui compromet tout l'avenir de la France. Et beaucoup de problèmes du pays, à mes yeux, vous me direz que j'ai peut-être une déformation professionnelle en tant que professeur, ont pour origine un déficit de l'éducation depuis 50 ans en France. Vous avez des gens qui sont titulaires des plus hauts diplômes et qui exercent les plus hautes fonctions, préfets, sous-préfets, et qui sont des gens complètement incultes. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, ça ne peut pas durer comme ça, parce que c'est pas au moment où les Russes font des armes absolument terrifiantes qu'on va avoir des ingénieurs moins qualifiés qu'avant. Le pays lui-même ne peut subsister. Voilà pourquoi il faut remonter aux racines. Si vraiment le système ne marche pas, il faut savoir pourquoi il est né et qu'est-ce qu'on peut éventuellement y changer. Moi j'aime pas l'expression se débarrasser de l'éducation nationale. Il ne s'agit pas de faire un travail de casse, mais on peut se débarrasser d'un certain concept de l'éducation nationale pour mettre en place un système qui marche mieux. Alors il y a eu deux grandes choses problématiques. D'une part, quand les révolutionnaires, puis Napoléon, mais Napoléon avait un but pragmatique, il n'avait pas un but spirituel. D'ailleurs, dans les lycées napoléoniens, il y avait des aumôniers, et c'était eux, et la messe était obligatoire, donc c'était eux qui exerçaient le pouvoir spirituel. Donc, si vous voulez, il y avait quand même un problème que l'État s'empare du rôle qu'avait eu l'Église précédemment. Pendant des siècles et des siècles, vous aviez une séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, et chacun des deux était limité par l'autre, en quelque sorte. Et là, comme on veut arracher les enfants à l'Église, parce qu'on veut faire advenir la France à l'âge de la raison et de la science, on croit que pour venir à bout de ce Léviathan qu'était l'Église, il faut rien de moins qu'un autre Léviathan, à savoir l'État. Donc l'État s'empare de l'éducation, mais du coup, vous avez une fusion du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et l'État devient une nouvelle Église. Et c'est pour ça que dès que Napoléon a disparu, des milliers de voix se sont élevées en France contre cela. Et on a remis en cause le monopole napoléonien au long du XIXe siècle par 3 lois. La loi Guizot de 1833 qui libérait l'enseignement primaire, la fameuse loi Fallou de 1850 qui libérait le secondaire, et la moins fameuse, mais non moins importante, loi Dupanloup-Laboulé de 1875 qui libérait l'enseignement supérieur et grâce à laquelle existent encore aujourd'hui les instituts catholiques, si vous voulez. Alors, cette situation a rétabli un certain pluralisme, puisque les lois en question ont été votées. Et puis par ailleurs, dans l'enseignement public lui-même, il y avait une diversité, parce que ça dépendait de plusieurs ministères. L'école polytechnique dépendait du ministère des Armées, d'autres écoles dépendaient du ministère du Commerce et de l'Artisanat, etc. Et donc c'est dans les années 30 qu'il y a une sorte de basculement. Et l'apogée incontestable de l'enseignement français entre 1850, disons, parce que c'est bien avant Jules Ferry. L'école de Jules Ferry, c'est pas l'école de Jules Ferry, c'est l'école du 19e siècle. Un des grands créateurs, aussi important que Jules Ferry, c'est François Guizot, qui est un homme tout à fait remarquable. Bon, en tout cas, il y avait un certain pluralisme. Victor Duruy, sous le Second Empire, avait créé l'école pratique des hautes études. Ensuite a été créé en 1872 Sciences Po. Donc il y avait un certain... Pour se rétablir de la défaite de Sedan. Voilà, et donc c'est ce pluralisme-là qui a rendu possible l'émulation et le plus haut niveau atteint par la science française à cette époque. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que le fait que l'État s'empare de l'éducation, le fait que les Républicains arrivent seuls au pouvoir en 1879,
et à ce moment-là, le premier ministre de l'instruction publique, c'est Jules Ferry, ils ont une obsession anticléricale. Et donc, ils voudraient abroger les 3 lois qui ont aboli le monopole. Et donc, par anticléricalisme, ils vont remettre en cause le pluralisme. Voilà, alors Jules Ferry, c'est un homme que j'admire beaucoup, hein. Et juste qu'on accélère un tout petit peu sur la partie historique pour... Non, mais simplement pour dire que Jules Ferry avait bien compris le danger de la confusion du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et c'est pourquoi il a organisé un système qui a fonctionné pendant des décennies, consistant à séparer dans l'État lui-même un pouvoir gouvernemental qui gère les murs, et la discipline, et donc qui est un pouvoir temporel, et puis un pouvoir académique qui appartient à des commissions élues, à une sorte de parlement, le gouvernement des études par les hommes d'études. Bon. Donc il y a eu une certaine séparation. Si vous voulez, le ministre, sous le Second Empire, nommait directement les professeurs d'université. C'est plus possible sous la Troisième République. Et le ministre de l'Instruction publique sous la Troisième République ne dit pas que M. Dupont ou M. Durand doit être collé au bac ou reçu au bac. Donc il y a une indépendance des jurys, si vous voulez. Donc tout ceci a duré aussi longtemps que la gauche n'a pas pris le pouvoir dans l'éducation nationale. Or, elle a pris le pouvoir dans les années 30. Cartel des gauches. Il y a eu un changement de propriétaire rue de Grenelle, et je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur un fait capital. L'expression même d'éducation nationale. Et c'est en 1932 que le ministère change de nom. De ministère de l'Instruction publique qu'il était, il devient ministère de l'Éducation nationale. C'est un terme extrêmement trompeur. Pourquoi ? Parce que pour ces syndicalistes adhérents à la CGT, et le principal, les enseignants du public, c'était surtout les instituteurs, à 70% à cette époque, et leur syndicat, c'était le SNI. Hein. Pour ces gens-là, l'État ne représente pas la nation, parce que l'État est un État bourgeois. Donc, s'il faut nationaliser l'éducation, c'est en la désétatisant. C'est-à-dire en enlevant au gouvernement légitime tout pouvoir réel sur l'éducation. Donc l'éducation nationale ne veut pas dire éducation publique. Et c'est pour ça que Philippe Desmoches, je suis obligé de vous... On voit bien... Ah oui, mais vous interrompez au moment crucial. Ah, crucial, mais alors crucial. On passe de l'instruction publique à l'éducation nationale, mais nationale ne veut pas dire publique, nationale veut dire syndicale. Syndicat, et oui. Et donc là, on en arrive justement à l'école d'aujourd'hui et à son blocage. Je voudrais vous montrer quelques mots de notre président Emmanuel Macron dans une interview au Point en 2023. Il avait jugé que l'éducation faisait partie du domaine réservé du président. Pourquoi la noter ? Parce qu'en général, voilà, ça a extrêmement mal vieilli, et en général, on parle de ça pour parler des affaires étrangères, où il y a des débats. Joachim, qu'est-ce que vous en pensez 2 ans après ? Si Emmanuel Macron a fait de l'éducation son domaine réservé, alors il est comptable de l'extrême noirceur dans laquelle l'école de la République s'est enfoncée au fil des dernières années, du fait principalement d'une démission du politique, puisqu'on a vu des ministres qui se sont succédés. On va avoir notre 8e ministre en 3 ans dans quelques jours. Des ministres qui étaient à peu près tous les mêmes. Si je passe outre le cas très singulier de Blanquer, qui était un homme venu du sérail, avec, je crois, une vraie colonne vertébrale en matière éducative, malgré toutes les reproches que je lui adresse dans mon livre. Mais donc, on a eu pour l'essentiel des ministres sans légitimité particulière, sans courage et sans volonté politique pour l'école. Des ministres qui ont laissé notre système éducatif errer au gré d'objectifs quantitatifs, d'effets d'annonce, de coups de com' sur des sujets toujours plus périphériques. On le voit en cette rentrée scolaire avec les sujets qui ont été mis au centre du débat public. On parle des quotas filles-garçons en classe préparatoire, on parle du rôle de l'IA dans l'école, on parle de l'éducation à la sexualité, on parle de la lutte contre le harcèlement, qui sont des sujets qui peuvent être légitimes mais qui ne sont pas, je crois, au cœur du malaise éducatif de la France. Et donc, parce qu'on a une absence de vision du politique pour l'école, on a un État dans l'État qui prend la main, qui prétend dicter le cap en matière éducative, qui édulcore les réformes, voire qui s'oppose frontalement au ministre. Une question très pratique, parce que souvent on dit le ministre n'a plus le pouvoir, enfin... Il accepte de ne plus l'avoir. Que les réformes sont impossibles, on se souvient de dégraisser le mammouth. Mais moi, j'ai une question vraiment concrète à vous poser. Oui. Où est le pouvoir à l'éducation nationale ? Est-ce que c'est la DGESCO ? Est-ce que ce sont les syndicats ? Est-ce que c'est l'inspection générale de l'éducation nationale ? Ou est-ce que c'est que le pouvoir est diffus, tellement diffus, que finalement il n'est plus nulle part ? Oui, personne n'a le pouvoir. Est-ce que parce que c'est au cœur de votre livre. On a une école qui navigue à vue avec un pouvoir qui est diffus au sein d'un État dans l'État, qui n'est pas un groupe homogène, mais qui est une constitution, une coalition, si vous voulez, d'acteurs hétéroclites. Donc pour vous, vous appelez l'État profond. Oui. C'est une coalition d'acteurs, mais il n'y en a pas un
qui se détache particulièrement. Non, il y en a qui ont plus de pouvoir que d'autres. Je pense à ces bureaucrates inamovibles qu'on retrouve rue de Grenelle depuis des décennies, peu importe le verdict des urnes ou l'orientation politique du ministre. Je donne un certain nombre d'exemples dans l'ouvrage, mais je pense par exemple à une rectrice, Anne Bizani-Faure, qui est rectrice depuis 2016, donc qui a vu passer 8 ministres différents sur des lignes en tout point antagonistes. Je pense à quelqu'un comme Jean-Marc Huard, qui a été successivement DGESCO sous Jean-Michel Blanquer et directeur de cabinet de Pape Ndiaye, donc des personnalités que tout oppose encore une fois. Mais à l'état profond, ça va être aussi les recteurs qui se sont constitués des sortes de baronnies. Parce que tout en haut, il y a la direction générale de l'enseignement qui est censée être la cheville ouvrière du ministre, mais qui est de plus en plus un ministre bis. Parce qu'on a des ministres il y a les recteurs dans les différentes académies et l'inspection générale, c'est un peu la figure tutélaire de... Juste pour finir de vous répondre, donc on a cette bureaucratie inamovible et je pense qu'on sera d'accord avec Philippe Nemo sur son caractère pléthorique et sur la nécessité d'un dégraissage, d'un démantèlement d'une large partie de celle-ci, mais c'est aussi le rôle des syndicats qui est particulièrement considérable, je crois, depuis les années 70-80, avec des gens qui sont sortis de leurs attributions traditionnelles, à savoir la défense des intérêts matériels de leurs mandants, pour aller de plus en plus sur un terrain politico-idéologique. Mais attendez, c'est parce que cette institution est réellement devenue l'Église. Une nouvelle Église, comme le dit très bien M. Vincent Payon, qui n'est pas un marginal, mais qui est un monsieur dirigeant du PS, et qui a été ministre de l'Éducation nationale tout récemment, pendant 2 ans. Or, que dit ce monsieur? L'Éducation nationale, c'est une Église, c'est un clergé, qui doit régénérer le peuple français, et qui doit procéder à une transsubstantiation du peuple français. Donc ça, il reprend la rengaine révolutionnaire. Mais c'est pas une rengaine. Il la chante mieux que jamais auparavant. Si vous voulez, c'est une merveille de voir qu'au XXIe siècle, il s'exprime plus clairement que Robespierre sur le but de Robespierre, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation nationale est un clergé. Et pendant la Révolution, au moment de Thermidor et des querelles entre Girondins, Jacobins et ensuite Thermidoriens, les hommes des Lumières avaient dénoncé le projet jacobin de monopole scolaire, de monopole étatique scolaire, comme un danger de reconstitution d'un clergé. Ils n'avaient pas lutté pendant tout le XVIIIe siècle contre le dogmatisme prétendu, en tout cas de l'Église, pour reconstituer immédiatement un nouveau dogmatisme. Et alors, avec les lois desserrant le monopole napoléonien au XIXe siècle, cette problématique s'est un peu estompée. Mais en 1903, Clémenceau lui-même, un très grand homme, Clémenceau, qui n'est pas seulement le vainqueur de la guerre, mais c'était un homme très plein de discernement, a soutenu au Sénat, il a combattu au Sénat une loi qui visait à abroger la loi Fallou. Et donc, il a dit que si on abrogeait la loi Fallou, on reconstituait le monopole total de l'éducation. Et donc, on allait être plus clérical que le cléricalisme qu'on voulait combattre. Oui, parce qu'à l'époque de l'Église, il y avait encore l'État, alors que là, il y aurait eu juste l'État. Si vous voulez, Clémenceau a dit que le combisme, du petit père Combe, c'était un jésuitisme inversé, c'était une resacralisation de l'État, et que ces gens-là n'avaient rien compris à la Révolution. Ils avaient cru que la Révolution consistait à faire passer le sacré de l'Église à l'État. Ce qui est la thèse de Hegel, dit par parenthèse, j'aime pas beaucoup non plus monsieur Hegel. Bon, c'est le seul philosophe qui a assumé cette substitution de l'État à l'Église comme pouvoir spirituel. Et donc Clémenceau disait, vous allez reconstituer un pape, mais un pape à 1000 têtes, donc un clergé plus redoutable que le précédent, parce qu'il n'a pas de pape, il a un pape à 1000 têtes. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui avec les 1000 têtes que vous étudiez dans votre livre, qui sont des têtes malheureux. Moi, j'ai une petite compassion pour eux, parce qu'ils ne sont pas tous idiots, donc ils voient bien le désastre. Mais ils sont absolument persuadés qu'ils n'y peuvent rien. Moi, certains édulcorent quand même bien la réalité. Comment ? Certains s'efforcent quand même de bien édulcorer la réalité, de l'euphémiser. J'ai une question sur ces 1000 têtes. De quelle couleur sont-elles ? Parce que elles sont rouges. Oui, rouges, mais quelle nuance de rouge ? Parce que quand on lit vos premiers chapitres, c'est sur l'administration, et en fait, ce dont on se rend compte assez rapidement, c'est que dans le haut de l'administration, c'est le triomphe d'une sorte de centre-gauche libéral
qui est parfaitement soluble dans des réformes il y a à peu près, je dirais, public management. Toutes les nuances du socialisme français tel qu'il existe aujourd'hui, avec un gauchisme culturel. On le voit aussi à travers les associations agréées qu'on laisse rentrer dans l'éducation nationale, sur une ligne qui n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs avec la République telle que Ferry, Condorcet ou Montesquieu pouvaient la définir. Mais c'est aussi des socialistes qui sont sur une ligne beaucoup plus technocratique et gestionnaire. Je parle notamment du rôle des gestionnaires de Bercy dans mon ouvrage, qui non seulement impose des coûts budgétaires systématiquement mal ciblés, au détriment de ce qui devrait être nos priorités en matière éducative. Je pense au traitement des professeurs, je pense aux primaires, je pense à l'investissement dans des locaux qui très souvent tombent en ruine. Et ces gestionnaires de Bercy, ils imposent aussi une vision qui est extrêmement entrepreneuriale, gestionnaire, managériale de l'éducation. Et on l'a vu à travers la réforme de la haute fonction publique mise en œuvre par Emmanuel Macron, qui a totalement déconstruit, détruit ce qui est l'inspection générale de l'éducation nationale, qui quand même ne fonctionnait pas si mal que ça. On trouvait des intellectuels éminents au sein de celle-ci, et aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui viennent du privé, de la Startup Nation, des administrateurs de l'État sans vision en matière éducative, et forcément derrière ça aboutit à une mauvaise gestion, ça aboutit à des drames. Je pense à la rectrice de Versailles par exemple, Charlène Avenel, qui a extrêmement mal géré l'affaire Paty, mais aussi les histoires de harcèlement au sein de son académie. Vous citez un chiffre dans votre livre, je le cite de tête, donc peut-être que c'est pas à quelques pourcents près, mais il y a 43% des professeurs qui admettent dans une étude ne pas relever à leur hiérarchie des faits de vêtements religieux qui seront illégaux. Mais c'est ce que dit monsieur Patrice Romain, dont je parlais tout à l'heure. Oui, mais alors moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que dans le même temps, aux dernières élections, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'un cinquième des enseignants votaient RN. Oui. Alors que jusqu'à présent, s'il y avait bien un bastion corporatiste qui échappait au vote de Rassemblement national, c'était bien les enseignants. Et donc là, il y a une sorte de tension entre, d'un côté, une extrême gauche, on le voit, qui est très bruyante, et dont on voit les effets tous les jours, un centre-gauche qui navigue à vue, et de manière très silencieuse, on voit aussi des enseignants qui, en fait, ressemblent de plus en plus à la sociologie électorale du pays. Comment vous comprenez ce paysage morcelé ? Je pense que le corps enseignant vit ce que le reste de la nation française subit. Il y a un mal-être terrible des personnels éducatifs qui sont souvent, qui se sentent en première ligne face à des problèmes qui se posent en matière de violence, de communautarisme. Ils se sentent extrêmement abandonnés par l'administration, par la hiérarchie. On l'a vu aussi récemment avec l'histoire de cette directrice d'école dans le Cantal qui s'est suicidée à la suite de longs mois de harcèlement au cours desquels elle a estimé ne pas avoir été soutenue par l'éducation nationale. Donc on voit que la fin du pas de vague, c'est en théorie, mais en pratique, c'est un peu plus complexe. Et harcèlement homophobe. Complexe, harcèlement exactement, lesbophobe dans son cas. Et donc oui, on a un corps enseignant qui est beaucoup plus pluriel que ce qu'on pourrait penser quand on regarde le discours des syndicats, qui ne sont pas si représentatifs que ça. Le taux de syndicalisation dans l'éducation nationale, c'est à peu près 30%. Ça s'est effondré. Et par ailleurs, et ça je regrette que vous n'en parliez pas dans votre livre, mais vous n'évoquez pas les conséquences de la loi d'Emmanuel Macron de transformation de la fonction publique, qui a quand même retiré aux syndicats un certain nombre de prérogatives sur les mutations, sur les avancées de carrière. Et c'est aussi de ce fait que les syndicats vont de plus en plus sur un terrain politico-idéologique. Mais en réalité, ils ont énormément perdu de pouvoir. Et je pense que demain, si on avait un politique beaucoup plus volontariste, avec beaucoup plus charpenté sur l'école, il pourrait faire beaucoup de choses. Et ça, c'est un désaccord majeur que nous avons, c'est que l'éducation nationale, elle n'est pas, selon moi, ingouvernable. Elle est juste mal gouvernée, abandonnée par la volonté politique depuis une quarantaine d'années. Oui, je finis juste sur ça parce que ça me semble absolument central. On a eu des discours, on a eu des gens qui ont parlé de dégraisser le mammouth, c'est le cas de Claude Allègre, mais Claude Allègre, il a fait ça avec Lionel Jospin à Matignon. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas une volonté politique, il n'y avait pas une vision d'ensemble pour reprendre en main l'éducation nationale. Je pense que si demain on a au pouvoir à l'Élysée et rue de Grenelle des personnes avec des idées claires sur l'école, un patriotisme et un républicanisme chevillés au corps, ils pourraient faire beaucoup de choses en démantelant une partie de la bureaucratie, en faisant des nominations stratégiques aux postes clés, ce que personne n'a fait, pas même Blanquer, et en sanctionnant les syndicats lorsqu'il y a des dérives. Une seconde, parce que le problème, c'est que vous avez sans doute raison, mais que énormément d'hommes politiques depuis 20 ans tiennent le même discours que vous, et preuve en est, je vous passe quelques minutes
du discours de politique générale de Gabriel Attal, tout début 2024. Vous allez voir, ça, il s'est passé un an et ça nous rappelle plein de choses. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, renforcer nos pouvoirs publics, c'est aussi agir pour notre école. Je veux ici rendre hommage à nos professeurs. Ils s'investissent tous les jours au service de notre école, de nos élèves et donc de notre pays. J'ai souvent dit ma fierté d'être leur ministre et aujourd'hui, comme Premier ministre, je n'oublie rien de ce que nous leur devons et je serai toujours à leur côté. Je l'ai dit sur le perron de l'hôtel de Matignon. Je l'ai dit sur le perron de l'hôtel de Matignon dès mes premières minutes comme Premier ministre, l'école est la mère des batailles. L'école est la mère des batailles. C'est à la fois parfaitement vrai et en même temps ça... C'est pas le discours que je viens de tenir, hein, juste pour la parenthèse. Moi, j'ai proposé un programme de reprise en main de la technostructure. Là, on est juste sur un discours très abstrait sur les valeurs et les principes. Oui, mais en revanche, quand même, tous les ministres de l'Éducation nationale, beaucoup en tout cas, il y en a qui n'ont pas fait de vague, mais on dit qu'ils voulaient refonder l'école. Même ces expressions, refonder l'école, en refaire un sanctuaire, etc. Comment y croire quand pendant des années, on a eu la preuve que les promesses n'étaient pas tenues. Ces députés qui se lèvent pour approuver cette déclaration de principe du Premier ministre, c'est très sympathique, mais combien d'entre eux seront prêts à voter des mesures permettant de débloquer le système ? Et c'est pour ça qu'il faut une analyse de fond, si vous voulez. Vous avez d'abord un petit mot sur les 20% d'enseignants qui votent Front National. Effectivement, ce qui est rouge, c'est les structures hiérarchiques de l'éducation nationale. Les professeurs sont de toutes les couleurs, enfin, pas exactement toutes les couleurs, mais enfin, ils peuvent être de toutes les couleurs pour une raison extraordinaire, c'est que le métier d'enseignant est un métier idéaliste, merveilleux, et vous avez des gens qui adhèrent à ce métier indépendamment qui cherchent le vrai, le beau et le bien, et qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. Donc ils peuvent, le moment venu, voter pour un tel ou un tel. Mais si vous voulez, l'essentiel, ce qui me frappe dans votre livre, c'est que vous faites les meilleurs diagnostics. Votre livre est brillant et très bien informé. Je me demande comment, si jeune, vous avez déjà récupéré tant d'informations. Mais à aucun moment vous ne remettez en cause le principe même de l'éducation nationale comme système étatique, ou prétendument étatique, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il ne l'est pas. Bon, alors, évidemment, si on dit, très bien, l'éducation nationale aboutit à ce que la France soit au dernier rang des classements internationaux. Par ailleurs, il y a une domination idéologique insupportable, puisque la France est moitié-moitié de droite et de gauche. Il n'y a aucune raison que les écoles soient à 95% de gauche. Bon, si on dit ça, on peut être tenté par comment vous appelez ça, les faux remèdes. Les faux remèdes consistant à privatiser l'école ou à laisser se créer des écoles libres. Et moi, dans mon livre, j'ai essayé, ça m'a coûté un peu d'effort, hein, parce que si vous voulez, quand on regarde l'histoire, on voit que même depuis Platon, l'académie de Platon n'était pas étatique, bien sûr. Jamais le gouvernement d'Athènes ne s'est mêlé du programme interne de l'Académie de Platon, mais elle n'était pas non plus purement libérale. C'était à la génération d'avant, c'était les sophistes qui faisaient payer leurs élèves. Platon, il avait trouvé une solution, c'était de prendre l'argent du tyran de Syracuse, qui était un homme extrêmement riche, hein, comme beaucoup de tyrans de cette époque, et c'est avec cet argent-là que l'Académie a pu exister, et c'est ce qui a permis à Platon d'écrire sur la porte de l'Académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est-à-dire que nul n'entre ici s'il n'a pas le bac, en quelque sorte, avec mention très bien, parce que même s'il n'est pas riche, il va pouvoir étudier chez moi. Donc, si vous voulez, dans toute l'histoire, après, pendant 2000 ans d'histoire avec l'Église, c'est pareil, vous avez des institutions pérennes qui gèrent l'éducation. C'est-à-dire que jamais on a eu parfois un système libéral, par exemple au XVIIe siècle, les grandes familles aristocratiques qui louent les services d'un précepteur. Voilà. Donc on a quelques cas, hein. Mais en général, l'éducation a toujours été faite par des institutions pérennes et fonctionnant plus ou moins hors marché. Et donc, en fait, il doit y avoir une raison de fond à ça. Et la raison de fond, je le dis très rapidement, c'est que l'éducation produit des externalités. C'est-à-dire que quand vous enseignez quelque chose à un enfant, vous ne rendez pas service seulement à cet enfant, mais aux gens avec qui vivra cet enfant plus tard. Oui.
Et inversement, si vous n'enseignez pas les enfants, ça produit des externalités négatives, à savoir que la société va se désarticuler, et pas du tout sympathique de croiser à 100 à l'heure une voiture dont on pense que le conducteur ne sait pas lire, parce que s'il ne sait pas lire, il ne peut plus lire les panneaux. Enfin bref, c'est mon intérêt que vous soyez éduqués. Donc tout ça milite en faveur d'un financement collectif de l'éducation, du moins jusqu'à un certain point, et pour un certain type d'éducation, on peut distinguer éducation générale ou éducation professionnelle. L'éducation professionnelle est immédiatement rentable, alors que l'éducation générale ne l'est pas. Mais c'est pas parce qu'on a un financement collectif qu'on a forcément une prestation. Donc en fait, vous distinguez le financement, la gestion d'un établissement, il faut, en matière et l'enseignement éducative, découpler le problème du financement du problème de la prestation. Et c'est ce qu'on fait dans beaucoup de pays démocratiques, en Suède, aux États-Unis, en France même. D'ailleurs, on a un enseignement privé sous contrat qui fonctionne depuis 65 ans sans anicroche. C'est bien la preuve que c'est valable. Il y a un financement public qui est financé, mais par ailleurs, il y a quand même un chapeautage par l'État des programmes. Autonomie, de mon point de vue. Mais en tout cas, c'est le principe. Vous avez des associations qui possèdent des écoles privées sous contrat, et donc c'est pas l'État. Mais par contre, l'État paye les professeurs. Donc, si vous voulez, partout où ce système existe, il y a les charter schools américaines, il y a les charter schools anglaises, il y a les magnifiques écoles indépendantes suédoises. Moi, j'ai visité 10 d'entre elles. Juste un petit mot. En 1990, le gouvernement social-démocrate suédois, les Suédois ont toujours été gouvernés par des sociaux-démocrates, mais alors ça tombe bien parce que comme c'est les syndicalistes qui sont au pouvoir, ils sont pas embêtés par les syndicalistes de la base, puisque, bon, c'est le même bord. Et ils ont trouvé que le système marchait mal. Alors ils ont municipalisé l'éducation. Et le ministère n'a plus géré l'éducation, mais on a divisé, il y a 200 communes à peu près en Suède, et on donne à chaque commune l'argent qui correspond au nombre d'enfants qu'ils ont. Et après, avec cet argent, ils payent les écoles locales en les surveillant mieux que le ministère central pouvait le faire. Et puis 2 ans après, la droite est arrivée au pouvoir, elle a dit très bien, on va ajouter un codicille à cette loi excellente, à savoir que si quelqu'un veut proposer une école indépendante, il va aller dans une commune. Alors, il faut que son projet soit agréé parce qu'il y a des critères. Mais si son projet est agréé, il arrive dans la commune et la commune va être obligée de lui donner de l'argent au prorata des élèves qui s'inscriront dans son école. Ah oui, d'accord. Alors, ça a eu un double effet bénéfique extraordinaire. Des centaines d'écoles excellentes se sont créées aussitôt dans les années qui ont suivi. Et les écoles publiques qui voyaient fuir leurs élèves et leur financement ont été obligés de réagir en travaillant mieux. Donc, il y a eu un effet formidable d'émulation. Et j'ai visité des écoles, je vous le disais, alors vous avez un personnage essentiel, qui est le chef d'établissement. Et le chef d'établissement, c'est quelqu'un qui est là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Éventuellement, c'est lui qui a fait construire les locaux. Oui. Et du coup, il y a un pilote dans l'avion. Et ça, vous plaidez en faveur de l'autonomie. Il y a une image que j'utilise dans l'ouvrage et qui, je crois, synthétise notre divergence sur les propositions. Je parle du fait qu'on serait à bord, en quelque sorte, du Titanic et qu'on est en train de foncer vers l'iceberg. Vous proposez que chacun affrète son canot de sauvetage et se débrouille, en quelque sorte. Il y aurait moins de morts. C'est le libéralisme scolaire. Moi, je propose de changer le cap du bateau et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Il est trop tard. J'ai lu vraiment attentivement votre ouvrage. C'est extrêmement documenté et intéressant sur les modèles éducatifs. C'est plein d'exemples. J'ai énormément appris, franchement, en lisant ça. Sauf que vous vous tirez un peu une balle dans le pied pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne peut pas copier-coller en France des systèmes éducatifs étrangers. Un système éducatif, ce n'est pas une réalité autonome. Votre proposition de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, ça fait fi d'un rapport à l'État, ça fait fi d'un rapport à la nation, ça fait fi d'un imaginaire, d'un rapport à la République. Et je crois que vous proposez en quelque sorte une greffe qui ne saurait prendre puisqu'elle est pensée indifféremment de ce que nous sommes culturellement et historiquement. Et par ailleurs, les exemples que vous prenez ne me font franchement pas rêver. Juste la Suède. La Suède, elle a embrassé le libéralisme scolaire dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé depuis en Suède? Elle s'est effondrée dans absolument tous les classements internationaux. Le dernier classement PISA, la Suède a perdu 45 points. C'est exactement la même trajectoire éducative que la France. C'est à cause du fait que 20%
20%, vous avez 20% d'immigrés en Suède, donc ils arrivent. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Je finis juste 30 secondes là-dessus. C'est extrêmement intéressant que vous parliez de ce point, parce que ça renvoie à une autre question que je trouve vous sous-estimez dans votre ouvrage. C'est le fait que la crise de l'école, c'est aussi une crise du corps social. Le débat, c'est moins de savoir quelle est la part de public, privé, d'écoles indépendantes. C'est de savoir quel est le projet pour la nation, quel est l'état du corps social. Et je trouve que vous ne parlez pas suffisamment des problèmes de communautarisme, d'immigration, la grande vague de l'individualisme, la dilution du sentiment national. C'est ça, pour moi, qui est au cœur de la crise de l'école, et c'est sur ça que le politique on dit que l'école est un sanctuaire, mais en fait, elle est le miroir de la société. Et juste en une phrase, pour finir sur les modèles étrangers, vous en parlez vous-même, mais les systèmes éducatifs qui rayonnent le mieux aujourd'hui dans le monde, je pense au système asiatique, Taïwan, la Corée du Sud, la Chine qui est deuxième au classement PISA, Hong Kong, etc., ce sont quand même, pardonnez-moi, mais des systèmes plutôt centralisés. Oui, mais la question, c'est pas uniquement le libéralisme scolaire. Qui peuvent marcher parce qu'à Singapour, il y a 6 millions d'habitants. Oui, il n'y a pas le collège unique. Non, mais en plus, il y a 6 millions d'habitants. Donc, si vous voulez, le fond du problème, c'est que vous l'avez d'ailleurs vous-même démontré. À mon tour, je vous mets en contradiction avec vous-même. Vous avez démontré que le système ne marchait pas. Et le livre auquel je faisais allusion de Patrice Romain, c'est terrifiant. Étant donné que... Attendez, je veux en dire rappeler qui est Patrice Romain. C'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques semaines, donc je suis plein d'enthousiasme, et je regrette de ne pas l'avoir découvert avant, parce que j'en aurais fait bon usage dans mon propre analyse. C'est un chef d'établissement qui fait toute sa carrière et qui, parvenu à l'âge de la retraite, publie une série de livres pour dire son expérience. Enfin, il crache le morceau, si vous voulez. Et le diagnostic est absolument horrible, mais très éclairant. Enfin, les deux vont ensemble. Il dit que ce système est tellement impotent que personne, à son niveau, ne pense pouvoir l'améliorer. Donc, le corps enseignant est très désespéré, en fait. Parce qu'on voit bien que si on fait plein d'efforts pour aider des élèves, bon, mais l'année d'après, ils vont arriver dans d'autres classes, ils ne sauront plus ce qui se passe, et s'il suffit que l'autre professeur ait une philosophie pédagogique différente pour que tous les efforts que le professeur aura fait servent à rien. Donc chaque chef d'établissement sait aussi qu'il est soumis entièrement aux circulaires il peut rien faire. Donc, comme tout homme veut tout de même valoriser sa vie, à quoi rêve un chef d'établissement ? À une promotion. Par exemple, passer d'un petit collège à un gros collège, d'un collège du fond de la campagne à un collège du centre d'une grande ville, et pourquoi pas à Paris, le proviseur du lycée Louis-le-Grand. Bien. Mais pour qu'il ait des promotions, il est absolument impératif qu'il n'y ait aucune vague dans son établissement. S'il y a une vague, il est éliminé. Donc il n'y a pas de vague. Alors, évidemment, il y a des vagues. Il n'y a pas de vague, mais à la fin, aucun problème n'est résolu. Et donc, on l'a vu encore récemment, un type qui avait menacé de mort un professeur qui réintégrait dans l'établissement. Quelle rationalité vous pouvez avoir ? Les chefs d'établissement suédois dont je vous parle, mais j'en connais d'autres aussi en France, dans le privé sous contrat. Ils sont maîtres de la maison, si vous voulez. Si vous avez un enfant qui met le feu à la maison, il est viré. Bon, et du coup, il aura moins envie de mettre le feu à une autre maison. Là, tout est bloqué. Alors, j'en viens à mon point. Ce système est absolument irréformable. Il est irréformable. 80 ministres, ou plus, ont essayé de le réformer. Aucun n'y est arrivé. De Gaulle n'y est pas arrivé. Jean-Pierre Chevènement. De Gaulle n'y est pas arrivé. Ni Mitterrand, ni personne d'autre. Parce que c'est un bloc monstrueux. C'est 1 200 000 personnes. Personne ne peut gouverner ça, si vous voulez. C'est lequel de vous deux écrivait que c'était l'équivalent de l'armée indienne en termes de oui, non, mais je suis sûr que l'armée indienne marche mieux, parce qu'il y a un côté hiérarchique. Vous savez, c'est pas dur. C'est une hiérarchie, le général, le colonel obéit au général. Alors que là, vous l'avez rappelé, le Dazen n'obéit pas au recteur, qui n'obéit pas au ministre, qui n'obéit pas le cabinet du ministre n'obéit pas au ministre. Tout ce que... Donc, puisque c'est irréformable, il faut impérativement faire des choses en marge. Il faut changer le système en créant des choses à l'extérieur. Donc pour vous, ce n'est pas une grande révolution, c'est par les marges que petit à petit... Absolument. Et en suivant le principe que j'ai exposé brièvement tout à l'heure, financement public, prestations privées. Et c'est très simple, vous avez une loi qui fait un cahier des charges et des gens peuvent proposer de créer des écoles. Et avec des critères très stricts, un programme minimum évidemment, un programme très précis en matière d'éducation civique, ça on peut en revenir, on peut y revenir si vous voulez.
Et si le projet d'école correspond à ce cahier des charges, une commission indépendante dit oui ou non pour le projet. Et si ce projet est accepté, à ce moment-là, l'école en question reçoit soit du ministère central, soit des rectorats, soit des collectivités locales, on peut toujours discuter de ça, une somme qui lui permet de fonctionner. Il recrute lui-même ses professeurs, comme c'est le cas en Suède, et comme c'est le cas dans les charter schools. Ça, c'est très important, le recrutement des professeurs. Et aussi le renvoi des professeurs qui marchent mal. C'est une question que je voulais vous parler. Et donc, je termine. Vous avez donc à la fois une école républicaine, pour employer votre vocabulaire, gratuite pour tout le monde. Il n'y a pas d'école des riches et d'école des pauvres. Mais il y a une pluralité de prestations, et cette pluralité ne joue pas forcément, comme on croit, dans le sens d'un éclatement, d'une divergence. Par exemple, rien ne ressemble plus à une bagnole aujourd'hui, enfin qu'une voiture, qu'une autre voiture, bien qu'il y ait des constructeurs extrêmement concurrents les uns les autres. Mais ils sont tous contraints par la largeur des routes, et puis ils sont tous contraints par le fait que quand quelqu'un a fait mais chacun peut faire une innovation qui va apporter des choses. Cette crise des enseignants, il y a 1,2 million d'enseignants. De personnel de l'éducation nationale, 340 000 personnels administratifs. Donc ça fait quand même 850 000 professeurs. 850 000 enseignants, c'est considérable. Et l'éducation nationale, d'ailleurs, n'arrive plus à recruter. Oui. Vous citez un exemple qui sont les instituteurs dans l'Académie de Créteil. Je crois qu'on est reçu à 4 sur 20 au concours. Et de mémoire, j'ai souvenir pareil du taux d'admission pour le CAPES de mathématiques. Je crois que c'était dans les mêmes eaux, c'était 4 sur 20, c'est-à-dire que le niveau de mathématiques doit être extrêmement faible. Alors ce n'est pas gênant dans le cadre d'une... C'est pas mieux dans le privé d'ailleurs, parce qu'il y a une crise vocationnelle dans l'enseignement public, mais on n'y répondra pas par davantage d'autonomie, il y a tout autant de problèmes qui se posent dans l'enseignement privé. Plus personne n'a envie d'aller enseigner, mais c'est ce que vous disiez, c'est parce que la société est rentrée dans les salles de classe. Et parce que la société s'est retournée contre le savoir et contre les valeurs de la connaissance. Il y a deux choses en tout cas. Contre le libéralisme, je vais dire simplement la chose suivante. On manque de professeurs de mathématiques. Il n'y a qu'à les payer 4 fois plus que les professeurs de lettres, si c'est ça le rapport. Mais c'est absolument impossible avec la grille de la fonction publique. Ou alors, on paye peu les professeurs, mais... Ça vous plaît, ça, comme idée de payer 4 fois plus? On manque de professeurs dans énormément de disciplines. Et attendez, je ne pense pas que ce serait très réaliste. Il y a aussi un autre choix. Moi, quand j'étais lycéen, je ne me rendais pas compte de l'excellence de l'école que j'avais. Mais c'était naturel à cette époque. Eh bien, on était 45 par classe. 45. Donc, si vous pouvez très bien choisir de payer 100 un professeur qui va avoir 20 élèves, ou de payer 200 un professeur qui va en avoir 40. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle la liberté de gestion. Et c'est exactement la liberté qu'ont les gens que j'ai vus en Suède ou en Amérique. D'aucune liberté de gestion dans les établissements? Aucune liberté de gestion. Non, moi je pense que le système actuel n'est pas si mal et que le cœur de ce qui fait la crise éducative... Qu'est-ce qu'il faut changer? Mais les politiques publiques, là on est parti directement sur un débat sur le rapport public-privé, école indépendante, mais on n'a pas parlé une seule fois de la question du passage de l'égalité à l'égalitarisme, on n'a pas parlé du collège unique, on n'a pas parlé du mal-être des personnels éducatifs qui sont mal formés, qui sont très seuls face à leur classe, qui font face à des situations de violence toujours plus nombreuses. C'est ça qui constitue le cœur d'une pratique. Quand la société rentre dans les salles de classe, comment on fait pour armer les professeurs? Là, on y répond par ce que j'essaye d'esquisser dans cet ouvrage, avec des politiques publiques très volontaristes. Par exemple, un Big Bang de l'autorité, l'automaticité de la protection fonctionnelle pour les professeurs menacés, des sanctions planchées en conseil de discipline, des centres éducatifs fermés, des internats, bref, une politique de sanctions, de coercition, et pas une politique d'irénisme comme on a laissé faire depuis Lionel Jospin, qui disait d'ailleurs, et c'est aussi sur l'islamisme, c'est la démission du politique, on en revient toujours à là. Lionel Jospin avait dit en 1989, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise, au moment de l'affaire du foulard de Creil. Donc on voit bien que le cœur du problème, il est moins dans un muselage par l'État profond qui est réel, mais qui n'est possible que parce que le politique c'est moins un problème a démissionné. De structure que d'idéologie. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui existe depuis longtemps. Oui. Si on la remplit avec la bonne pensée. Et si on fait les transformations qui s'imposent sur les structures,
c'est pour ça que je ne suis pas naïf sur tout ce que vous décrivez avec beaucoup de justesse. Par exemple, pour les recteurs, on nomme le premier venu. On a un recteur dans l'Académie de Strasbourg qui a défilé contre l'islamophobie en novembre 2019. Donc c'est pas avec des gens comme ça qu'on va lutter contre l'islamisme et défendre la laïcité telle que les républicains la conçoivent. Il faut des nominations stratégiques aux postes clés. Ça a marché. Par exemple, regardez Jean-Michel Blanquer. Il a nommé Souad Ayada à la tête du Conseil supérieur des programmes. Ça montre ce qu'une personnalité volontariste, bien orientée, peut obtenir en résultat. Parce que derrière, on a eu des programmes du lycée. Concrètement on a eu des programmes du lycée beaucoup plus exigeants d'un point de vue intellectuel. Et donc, ça montre que quand on a des nominations cohérentes avec un cap politique ambitieux, on peut obtenir beaucoup de choses. Et par ailleurs, il faut démanteler une grosse partie de la bureaucratie en administration centrale, tous ces emplois semi-fictifs, tous les comités théodules qui ne servent pas à grand-chose, le conseil d'évaluation de l'école qui fait doublon avec l'ADEP, le conseil scientifique de l'éducation nationale, le conseil supérieur des programmes qui est gangréné par les associations. Ça, il faut agir là-dessus et il faut sanctionner les syndicats lorsqu'il y a des dérives. Je pense à ces syndicats qui bafouent le devoir de neutralité et le devoir de loyauté. Par exemple, avec ceux qui ont pris en otage des copies du bac sous Blanquer. Vous oubliez une chose. Il n'y a jamais de sanction aujourd'hui. Il ne faut en effet pas confondre l'idéologie et les structures, mais il y a un lien mécanique entre l'une et l'autre, entre les unes et l'autre. C'est-à-dire que c'est parce que les structures sont étatiques, monopolistiques et centralisées que une certaine idéologie y a pris le pouvoir, et ensuite cette structure s'auto-recrute pendant des décennies, et donc vous avez un monocolorisme idéologique à la fin. Donc, moi, si vous voulez, si M. Chevènement avait 40 ans de moins et reprenait le poste et commençait à appliquer le programme que vous lui fixez si bien, il lui faudrait 40 ans. Il faudrait qu'il reste 40 ans au même poste. C'est le ministère du temps long, il faut de la volonté. Oui, mais enfin, c'est absolument impossible. Mais on aurait des résultats beaucoup plus rapides que ça. Mais inversement, je vais vous poser une question, Philippe Nemo. Là, vous proposez une solution libérale, mais la France n'est... Enfin, elle n'est pas libérale, elle a un désir très contrarié en matière de libéralisme. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous plaquez pas des réflexions brillantes sur d'autres systèmes dans un pays qui est récalcitrant en matière de libéralisme ? Excusez-moi, votre honneur, la Suède est encore moins libérale que la France. C'est un pays entièrement socialiste depuis le début. Et c'est la Suède, qui a fait cette réforme dont je parlais. Les Français aiment bien la liberté. Oui, la liberté, La preuve, c'est que, à mesure que les belles politiques de vos amis détruisaient l'école publique, il y a une immense appétence pour l'école privée qui a joué un rôle de soupape. Et maintenant, le problème, c'est pas comme au début du siècle, école catholique, école laïque, c'est école publique, école privée. Même les enfants de Comme cette soupape n'était pas suffisamment ouverte, une autre s'est ouverte, qui sont les écoles hors contrat, qui se sont multipliées par 500% depuis quelques années. Donc c'est bien la preuve d'un amour des Français pour la liberté. Si vous avez de jeunes enfants et qu'on vous annonce qu'on va leur enseigner la sexualité avec des schémas et des maquettes à l'âge de 9 ans, et que je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une petite fille de 9 ans, tout le monde le sait, mais il se trouve que j'ai une petite fille de 9 ans, donc le simple fait vous avez le réflexe de dire je ne vais pas la mettre dans cette école. Bien sûr. Bon, et voilà. Et donc, mais en même temps, à ce moment-là, seuls les gens plus ou moins privilégiés peuvent faire des écoles hors contrat parce qu'ils payent à la fois l'école hors contrat. Parce que là, on approche de la conclusion. Est-ce que vous craignez pas qu'en attaquant le système par les marges, on condamne toujours davantage le cœur du système qui lui restera public, et ce phénomène de ségrégation, il faut le reconnaître, il existe aujourd'hui. Et donc, est-ce que ça va pas... Ce phénomène de ségrégation. C'est-à-dire que disons les choses clairement, les enfants de bourgeois vont dans le privé et donc dans le public est de plus en plus avec le système que je propose, les enfants de prolétaires iront aussi dans le privé. Ah oui, parce que ça c'est vrai. Oui, mais excusez-moi, vous oubliez ça. Je propose pas. Justement, j'ai commencé par dire que je ne voulais pas école des riches, école des pauvres. Oui, mais dans les faits, partout où on a mis en œuvre des mesures type école indépendante, chaque éducation, on a vu une hausse des inégalités sociales et géographiques. Non. Si, regardez ce qui s'est passé en Suède et regardez ce qui se passe avec Milei en Argentine. Il y a tout un tas d'études qui montrent une hausse des inégalités scolaires et sociales. Non, c'est faux, c'est absolument faux. Par ailleurs, la Suède n'est pas un modèle éducatif, elle s'est effondrée au classement PISA comme nous. Elle est plusieurs points au-dessus de nous, au-dessus de nous. J'aimerais juste rebondir sur la question du privé. Moi, j'ai fait ma scolarité. Parce que c'est vraiment. J'ai fait ma scolarité dans le privé. Vous me trouverez toujours sur la route
de ceux qui veulent revenir sur la liberté d'enseignement que même les plus grands républicains, et vous le rappelez avec justesse, ont défendu. Hugo, Condorcet, c'était des gens qui voulaient la liberté de choix des familles. Moi, j'ai rien contre qu'il existe du privé. Je dis juste qu'il n'y a pas de supériorité intrinsèque d'un modèle par rapport à l'autre. Effectivement, dans le privé, on a plus de réussite aux examens, on a un meilleur climat disciplinaire, mais c'est aussi parce qu'on a une composition socio-démographique, économique des écoles qui est beaucoup plus privilégiée. C'est aussi parce qu'il y a un climat familial plus favorable au savoir. Je dois vous couper. On aura bien compris que vous êtes d'accord largement sur le constat, mais que vous divergez franchement sur les solutions. Oui. Et je vous en remercie parce que c'est d'autant plus riche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Club Idée du Figaro. Merci Philippe Nemo, merci Joachim Le Floch-Imam.